Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'ai deux questions sur la vaccination. Notre groupe est favorable à la vaccination obligatoire et avec à partir du 1er octobre, une évaluation. C'est le seul moyen d'atteindre l'immunité collective. Mais pour vacciner, il faut avoir des doses. Pour vacciner toutes les personnes qui ont plus de 12 ans, il faut 115 millions de doses. Vous en avez déjà administré 65, donc il en faut 50. Je comprends qu'il en resterait 10 millions, dont la moitié, c'est de l'AstraZeneca, qui n'est pas administrable à tout le monde. Alors, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, quel est exactement le nombre de doses disponibles jusqu'à fin août en France? Des ARS ont envoyé un message demandant à ne plus prendre de rendez-vous pour les premières doses au cours du mois d'août, faute de doses disponibles. Monsieur le Premier ministre, confirmez-vous ce point? Enfin, votre ministre de la Santé a indiqué tout à l'heure en audition qu'il y avait un pilotage à 3 semaines. Ça semble quand même un peu léger pour vacciner toute la population française. Ma deuxième question sera la suivante. S'il n'y a pas assez de doses, comment voulez-vous que le pass sanitaire que vous proposez et que nous dénonçons entre en vigueur? Vous enfermez ainsi les Français et pire, vous leur faites croire à une illusion de liberté qui n'existe pas encore, malheureusement. Vous avez pris un décret cette nuit qui autorise à ne plus porter le masque, par exemple, au Louvre. Si demain, j'ai un pass, je vais au Louvre, je peux enlever le masque. Mais rien ne dit que je ne sois pas encore contaminée et que je ne puisse pas diffuser le virus. Alors, Monsieur le Premier ministre, dites-nous concrètement quelles sont les projections que vous avez à votre disposition à fin août du nombre de contaminations et de l'impact que ça aurait pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, oui, nous allons poursuivre l'accélération de la vaccination. Je vais commencer par répondre à votre question factuelle en me félicitant, Mesdames et Messieurs les députés, qu'à la suite de l'appel lancé par le Président de la République, plusieurs millions de Français aient décidé de recourir à la vaccination. C'est une victoire collective, c'est une victoire pour la nation et il faut continuer. Nous avons actuellement un stock de 6 millions de doses, c'est votre question, et jusqu'à fin août, je crois que c'est la question que vous m'avez posée, sont prévus d'arriver de l'ordre de 4,5 millions de doses par semaine, dont 2,5, je le précise, seront réservés pour l'administration des deuxièmes doses. Compte tenu, et je veux une nouvelle fois leur rendre hommage, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des doses, il faut aussi avoir des effecteurs, il faut avoir des professionnels de santé, il faut avoir des centres de vaccination, alors même que c'est la période estivale, que chacun aspire à se reposer. La mobilisation va continuer, si bien, souvenez-vous que les 40 millions de primo-vaccinés, objectif que j'avais fixé pour fin août, pourrait et devrait être atteint à la fin de ce mois de juillet. Il faut poursuivre notre mobilisation collective. Le pass sanitaire, j'ai déjà répondu au président Abad, n'est pas une atteinte aux libertés. Je crois au contraire qu'il va viser à les promouvoir, Madame la Présidente. Et quoi qu'il en soit, je voudrais dire à la représentation nationale que sur l'ensemble du texte dont vous êtes désormais saisis, je saisirai le Conseil constitutionnel. Car, n'en doutez pas, notre objectif, comme toujours, a été de prendre des mesures proportionnées à la situation sanitaire, garantissant les libertés publiques fondamentales et assurant le développement de la sécurité sanitaire de nos concitoyens. C'est un enjeu collectif, Madame la députée. J'attends beaucoup du débat des prochains jours, car il est au service de l'intérêt national. Merci, Madame la Présidente. Oui, alors si je fais bien les calculs, Monsieur le Premier ministre, 6 plus 4 millions de doses par semaine en août, on arrive à 16 plus 6, 22. On est loin des 50 millions qui sont nécessaires pour vacciner l'ensemble de nos concitoyens. Donc vous ne pouvez pas, oui mais fin août, vous ne pouvez pas leur appliquer des restrictions de liberté via le pass vaccinal si on n'est pas en mesure de les vacciner tous. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous imposez des restrictions sans avoir les doses pour que les Français puissent être vaccinés. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Outre-mer. Voilà maintenant près de 10 ans que la Martinique et la Guadeloupe connaissent des échouements d'algues sargasses sur leur façade atlantique.
Le phénomène s'amplifie chaque année avec des conséquences sanitaires quotidiennes et insupportables telles que les irritations cutanées, des inflammations de muqueuses, des nausées, des vomissements, des conséquences économiques négatives, notamment pour le tourisme et le nautisme, sachant que les dernières restrictions pour lutter contre la Covid-19 ont aggravé ces difficultés. Des dégradations de matériel avec la corrosion des biens, des tuyauteries, des matériaux et des circuits électroniques et électriques. Des impacts sur la pêche avec la formation de zones anoxiques causant la mort de nombreuses espèces marines et de poissons. Des coûts significatifs de traitement pour les collectivités locales et l'État. J'attire votre attention sur le manque de données scientifiques plus approfondies concernant les effets d'une exposition prolongée aux sargasses en décomposition sur le corps humain. À ce jour, malgré quelques aménagements et un plan sargasse, il est nécessaire que l'on puisse appliquer les préconisations du Haut Conseil de santé publique concernant le recensement des personnes à risque lors des échouages, l'enlèvement des algues échouées quotidiennement et au maximum dans les 48 heures, tâche effectuée souvent par les communes, le balisage des zones d'échouage et la collecte des algues en pleine mer avec un ramassage côtier quotidien, la formation et la prévention des agents concernés. Monsieur le ministre, les parlementaires de la Martinique avaient déjà attiré votre attention sur ce drame par voie de courrier. Quelles sont les mesures que le gouvernement compte mettre en place pour soutenir les communes habituellement impactées par ce phénomène? Acceptera-t-il de les soutenir dans le cadre d'une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Josette Manin. La question des sargasses dans nos territoires d'outre-mer, en particulier en Martinique, représente effectivement un problème sanitaire majeur et nuit également au tourisme. Et c'est pour lutter contre ce fléau que le gouvernement a mis en place un premier plan de lutte contre les sargasses en 2018. Ce plan a permis la mise en place de solutions de collecte pour pouvoir collecter en moins de 48 heures, vous l'avez cité, avec à la fois des engins de collecte et la capacité à traiter les algues une fois collectées. Depuis 2018, 11 millions d'euros de financement État ont été engagés dans les équipements et les opérations de collecte. Ce plan a également permis la mise en place d'un réseau de suivi et de prévision des échouements et surtout rendu possible un effort important en matière de recherche et d'innovation avec l'ANR à hauteur de 8,5 millions d'euros. En 2019, une conférence internationale sur les sargasses s'est tenue sur notre territoire afin de privilégier la coopération internationale. Le gouvernement que je représente et bien sûr le ministre de l'Outre-mer sont tout à fait prêts à présenter et préparer un deuxième plan sargasse qui a vocation à être publié d'ici la fin de l'année 2021 pour améliorer encore la collecte et le traitement avant échouement, notamment avec des barrages proches des côtes, voire un broyage en mer, qui a vocation à mieux utiliser les résultats des projets de recherche et d'innovation et de faire avancer la connaissance en matière de santé et de sécuriser les règles de financement de la solidarité nationale pour avoir des financements plus pérennes. La concertation locale sur ce plan sera lancée dès la rentrée et c'est donc avec les élus locaux, les élus de nos territoires, les communes en première ligne que ce plan sera élaboré. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. 50 degrés au Canada et au Maroc, inondations dévastatrices en Allemagne et en Belgique, sécheresse et famine à Madagascar. Ces phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, coûtent la vie aux hommes et femmes des territoires touchés. Face à ces épisodes, des phénomènes profonds de destruction de notre environnement sont en cours. Fonte des glaciers, hausse du niveau des océans, destruction de la biodiversité et des écosystèmes, crise sanitaire, sans parler des dangers qui pourraient menacer le vivant avec la fonte du permafrost. Comme le rappelle Jean Jouzel, la hausse d'au moins 1 degré des températures est déjà irréversible. Notre rôle est maintenant double. Tout d'abord, limiter le réchauffement de la planète et donc l'impact humain. La loi climat et résilience aurait pu et dû être à la hauteur. Or, le texte issu de la commission mixte paritaire tire un trait sur les propositions ambitieuses de la Convention citoyenne et ne répond pas aux attentes de nos concitoyens. Second point, il faut nous adapter à ces changements et protéger les plus exposés. Pour cela, toutes les mesures à prendre doivent être écologiques et sociales.
Sur ce point, le texte de la CMP est très insuffisant. Les débats ont dissocié lutte contre le changement climatique et prise en compte de la réalité sociale, c'est-à-dire la fin du monde et fin du mois. En acceptant cette dichotomie, vous avez renoncé à répondre aux deux. Pour lutter contre le réchauffement climatique, une seule solution, un changement de notre modèle de développement traduit par de profondes réformes économiques et sociales allant vers une société plus sobre, protégeant les plus fragiles et où ne coexistent plus ceux qui font du tourisme spatial et ceux qui souffrent encore de faim. Monsieur le Premier ministre, ma question, quand prendrez-vous en compte les préconisations du GIEC, du Haut Conseil pour le climat ou autres organismes qui ne cessent de nous alerter sur les catastrophes à venir? Madame la députée. Je vous remercie. La parole est à Madame Vargon, ministre déléguée auprès de la ministre chargée de la transition écologique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan, les débats qui ont eu lieu suite à la Convention citoyenne pour le climat, dans le cadre de la loi Climat et Résilience, ont précisément eu comme objectif de ne pas opposer l'écologie et le social, de ne pas opposer la fin du monde et la fin du mois, de trouver la juste mesure entre la transformation que nous devons engager de notre modèle économique, de notre modèle de production, de notre modèle de consommation et l'accompagnement des ménages. D'où la question de savoir jusqu'où nous allons dans les interdictions. D'où la question de savoir à quel moment nous devons ou nous pouvons interdire sans accompagner. Et le choix que nous avons fait, c'est d'accompagner toujours, d'accompagner d'abord et d'interdire lorsque les solutions sont là. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé des compromis qui, je crois, nous honorent. Sur la rénovation thermique, l'interdiction de mise en location, mais pas l'obligation générale de faire des travaux pour les propriétaires. Sur les ZFE, le fait d'avancer de façon volontaire, mais en permettant le changement de véhicule avec la prime à la conversion. Sur les menus végétariens, la possibilité de généraliser avec une alternative en permettant de changer les habitudes alimentaires. Parce que voyez-vous, ça n'est pas en décrétant un changement de modèle que nous y arrivons, c'est en accompagnant les Français au quotidien pour que ce changement de modèle ait lieu. Par ailleurs, un des volets dont nous n'avons pas beaucoup parlé est le travail sur l'adaptation, parce que malheureusement, le changement climatique est là et nécessite cette adaptation. Et cette loi porte des mesures d'adaptation et nous en mettons en place sans tarder face aux inondations. Et je voudrais aussi m'associer à la douleur des familles, des victimes, notamment des victimes dans les pays en Europe. Ces mesures d'adaptation, ce sont les plans d'action de prévention aux innovations, ce sont la capacité à prévoir chez Météo France, c'est la sensibilisation sur les comportements à avoir face à ces difficultés. Nous agissons concrètement et c'est en agissant concrètement que nous saurons concilier l'écologie et le social. Monsieur le Premier ministre, dans cette pandémie qui n'en finit pas, le courage politique consisterait à dire à tous les Français qu'ils doivent obligatoirement se faire vacciner, quel que soit leur environnement professionnel. Il serait d'affirmer que se faire vacciner pose un acte de solidarité, de fraternité même, en ce qu'il induit l'intérêt de l'autre au-delà de son intérêt propre et en ce qu'il positionne l'individu non pas comme une pièce unique et autocentrée, mais comme un citoyen conscient du rôle qu'il doit jouer dans un moment crucial pour le groupe auquel il appartient. Il serait d'assumer une décision de vaccination universelle obligatoire qui permettrait de ne pas fracturer la société française. L'exact inverse de ce que vous nous proposez. Vous réduisez l'obligation à certaines professions, certes très concernées par le virus, mais ne le sommes-nous pas tous. Vous découpez l'espace public en lieux accessibles et non accessibles. Et plus grave, vous demandez à des personnes privées de contrôler la situation sanitaire des individus. Mais vous venez de découvrir, semble-t-il, que vous ne pourriez pas faire contrôler les identités sans remettre en cause le principe de liberté de circulation et d'anonymat constitutif du pacte républicain. Vous voilà pris au piège. Un contrôle de passe sanitaire sans contrôle d'identité ne vaut rien, mais un contrôle d'identité par des personnes non habilitées est impossible. Une fois de plus, vous n'avez pas anticipé l'évolution du virus. Et une fois de plus, cela vous conduit à prendre des mesures dans l'urgence, sans débat démocratique réel, qui entravent de plus en plus l'exercice des droits et des libertés des Français. Pensez-vous sincèrement que cela sera de nature à apaiser une société qui doit l'être absolument pour accepter ce principe de vaccination universelle ? Il est encore temps, allez-vous nous entendre ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé de l'enfance et de la famille, Monsieur Adrien Taquet. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices, Madame la
Sénatrice, loin des fractures de la société française que vous évoquez, laissez-moi vous dire que vous avez raison, madame la sénatrice, vous avez raison. La vaccination, ça marche. Et d'ailleurs, les Français l'ont bien compris. D'ici à fin juillet, 40 millions de nos concitoyens auront bénéficié d'une première dose. Le Premier ministre l'avait annoncé pour la fin du mois d'août. C'est à la fin du mois de juillet que cet objectif sera atteint. Ce sont, vous le savez aussi, plus de 3 millions de nos concitoyens qui, depuis les annonces du Président de la République le 12 juillet dernier, ont pris rendez-vous pour se faire vacciner. Mais il faut accélérer. Madame la sénatrice, il faut accélérer. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a annoncé l'ouverture de 5 millions de rendez-vous dans les 15 prochains jours. Il nous a assigné un peu comme défi collectif à ce que, lors de la dernière semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d'août, nous puissions faire en sorte que 8 millions de vaccinations puissent avoir lieu. Ce sont 2 millions chaque semaine aujourd'hui. Nous allons veiller à doubler cet objectif. Se vacciner, madame la sénatrice, c'est évidemment se protéger, c'est protéger les autres. C'est la raison aussi pour laquelle, effectivement, vous l'avez rappelé, un certain nombre de professionnels qui sont en contact des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables parmi nous, dont un certain nombre ne sont pas encore vaccinés. J'en profite pour leur dire d'aller se faire vacciner, seront effectivement soumis à cette obligation vaccinale. Depuis le début, madame la sénatrice, nous avons toujours veillé au plus près de l'évolution de la situation sanitaire, à concilier les principes de liberté de nos concitoyens et de sécurité sanitaire. Le texte que vous allez discuter, débattre à compter de demain, concilie ces deux objectifs, ces deux valeurs qui nous sont chères comme elles sont chères à l'ensemble de nos concitoyens. Madame Lubin. Malgré votre réponse, monsieur le ministre, ce que nous constatons, c'est qu'il y a déjà des différences entre le texte que vous avez proposé au gouvernement et ce qui va visiblement arriver au Sénat, parce que vous avez, semble-t-il, commis quelques erreurs. Tout cela, ça ressemble plutôt, permettez-moi de vous le dire, à un grand bazar, et ça n'est certainement pas ça qui amènera la sérénité et la concorde nécessaires. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, j'imagine qu'au moment où vous avez élaboré le système qui a été présenté aux Français, vous aviez envisagé qu'il y avait deux options. L'option de l'obligation vaccinale universelle et celle que vous avez retenue, qu'on pourrait qualifier de l'option de passe sanitaire sans obligation vaccinale pour amener les Français, sans le savoir, jusqu'au vaccin. Mais l'obligation vaccinale universelle avait beaucoup d'avantages. D'abord d'être juridiquement et légistiquement pratique. 11 vaccins déjà au toit de la santé publique, il suffisait de rajouter un 12e, d'être clair pour tous les Français. Inutile de se demander quelles sont les professions qui doivent être vaccinées, celles qui ne le doivent pas, pourquoi les soignants mais pas les policiers qui vont contrôler nos passes sanitaires. Et puis lisible aussi du point de vue des activités, comment expliquer qu'il n'y ait pas besoin de passe sanitaire pour les lieux de culte, mais qu'il en faille un pour le cinéma, ou que les jeunes, dans quelques semaines, devraient présenter un passe sanitaire pour aller au théâtre, mais pas pour aller au lycée. Bref, tout ça faisait qu'il y avait une certaine simplicité possible. Vous avez fait un autre choix, beaucoup plus compliqué à mon avis, et surtout plus difficile à comprendre pour les Français. Mais nous aurons l'occasion d'en discuter dans les 48 heures qui viennent au Sénat, comme il en est déjà discuté à l'Assemblée. Ceci a une condition, c'est que, comme l'a demandé la Défenseure des droits, le débat démocratique ait lieu. Et pour que le débat démocratique ait lieu, il faut contourner l'article 40 de la Constitution pour que nous puissions discuter de l'obligation vaccinale. Ma question est simple, monsieur le ministre Taquet, puisque vous allez me répondre. Êtes-vous prêt à lever le gage de l'article 40 pour que nous puissions discuter de nos amendements sur l'obligation vaccinale universelle? Merci. Merci. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci, Merci Madame la Présidente, excusez-moi. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Laurence Rossignol, j'ai commencé à apporter des éléments de réponse tout à l'heure. On va commencer par dire que on ne peut pas évoquer l'absence de débat démocratique, comme depuis le début de cette crise sanitaire, le gouvernement saisit régulièrement, évidemment consulte, débat, soumet comme de normal les projets de loi aux différentes assemblées. C'est encore le cas, évidemment, pour ce projet de loi. Par ailleurs, le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé que devant un certain nombre de questions qui avaient été soulevées, légitimes, par les oppositions, par un certain nombre d'institutions, il a décidé de saisir le Conseil constitutionnel afin que l'ensemble des mesures soient
et le Sénat le fera aussi, et nous en sommes ravis. Nous l'avions lu, je crois, mais le Premier ministre a décidé de se joindre à ce sujet. Une fois encore, Madame la Présidente, je vous le dis, depuis le début, nous faisons le pari de la conciliation entre la liberté de nos concitoyens et la sécurité, le pari de la pédagogie. Une fois encore, 40 millions de nos concitoyens ont obtenu une première injection. Ils seront 50 millions à la fin du mois d'août. Nous accélérons cette vaccination avec l'ouverture de 5 millions de rendez-vous dans les 15 prochains jours. Ce défi collectif que nous nous assignons, que 8 millions dans les 15 prochains jours, enfin fin juillet, début août, 8 millions de vaccinations puissent avoir lieu. Et puis un certain nombre de dispositifs plutôt que de dispositions, d'aller vers, parce que vous le savez, un certain nombre de nos concitoyens isolés dans des situations plus précaires ne sont encore pas vaccinés. Je pense notamment aux 3 millions de nos concitoyens. Je pense que parler des 3 millions de nos concitoyens de plus de 50 ans qui ne sont pas encore vaccinés et des dispositifs que nous mettons en place, d'ailleurs en nous appuyant beaucoup, et je les en remercie, sur les élus locaux dans les territoires qui participent à ces dispositifs pour que justement nos concitoyens qui sont plus vulnérables puissent être vaccinés. Je pense que ce n'est pas une question accessoire et je ne pense pas que ce soit une question hors sujet. Merci, Monsieur le ministre. Madame la présidente Rossignol. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je ne vous ai pas demandé une dissertation sur le vaccin, la Covid, les citoyens, les élus locaux. J'ai posé une question claire. Que pensez-vous faire pour que le Parlement puisse débattre des différentes options? Et en particulier, êtes-vous prêt à lever le gage sur l'article 40? Vous n'avez pas répondu à cette question. Je le regrette vraiment. Parce que cette question-là, il va falloir que vous songiez à y répondre d'ici demain matin. Parce que la question que je vous pose, c'est considérez-vous vraiment que l'obligation vaccinale est plus coûteuse pour l'État que votre système? Parce que si oui, ça veut dire que votre système ne vise pas à vacciner le maximum de Français. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, allez-vous répondre à la question de notre collègue Laurence Rossignol sur le gage? Allez-vous lever le gage? L'évolution actuelle et prévisible de la situation sanitaire dans les Outre-mer inquiète légitimement. Partout, le taux d'incidence et de reproduction sont alarmants et les capacités hospitalières restent sous-dimensionnées. Outre-mer, le taux de couverture vaccinale oscille entre 18 et 32%, 3 fois moins important que le taux national. La carte des plus faibles vaccinations recouvre parfaitement celle de la pauvreté, de l'accès aux services publics, des inégalités sociales et des fractures territoriales, éducationnelles et générationnelles. Derrière ces fractures, il y a une déficience de politique publique. La lutte contre cette pandémie doit donc désormais se conjuguer à une lutte résolue contre ces inégalités. Si on ne peut reprocher au gouvernement d'être resté inerte, il reste manifestement beaucoup à faire. Le pass sanitaire que vous nous imposez n'est pas, dans son économie, dans sa portée et dans son effectivité probable, de nature à endiguer l'épidémie et à se rapprocher de l'objectif d'immunité collective poursuivi, si ce n'est au prix de très graves atteintes aux libertés fondamentales, à la vie privée et professionnelle. Sur ces bancs, nous pensons que seule la vaccination obligatoire, progressive, universelle et gratuite pour tous les adultes et le maintien de la gratuité des tests est de nature à concilier les libertés individuelles et la sécurité sanitaire collective. Face aux réticences et aux oppositions, face à la peur et la désinformation entretenues, quelle adaptation et quels moyens nouveaux comptez-vous engager pour véritablement aller vers les gens et enfin infléchir la mauvaise tendance outre-mer? Merci. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, j'avoue que dans le brouhaha un peu ambiant, je n'ai pas perçu l'ensemble de votre question. Je pensais que vous alliez me parler de la situation. Ah, le gage. Et moi, il me semblait que la réponse du Premier ministre était assez définitive. Et je pensais que vous alliez me parler de l'outre-mer et de la Guadeloupe, mais c'est peut-être ce que vous avez fait en début de votre question. Si vous me le permettez, je vais vous répondre sur cet aspect-là pour vous dire, vous le savez, que la situation dans les outre-mer est effectivement
préoccupante. Vous avez parlé d'inégalités territoriales et sociales, effectivement, face à la vaccination. C'est le cas pour les outre-mer. C'est d'ailleurs pour cela qu'en Guadeloupe, l'obligation du port du masque en extérieur au sein des zones bâties entre 8 h du matin et 23 h a été, vous le savez, réinstaurée. Les plages, rivières, autres espaces naturels sont exemptés de ce port du masque. Mais on voit bien qu'il était nécessaire d'agir. Et il l'est encore plus à l'heure à laquelle je vous parle, monsieur le sénateur. Il a été introduit par le gouvernement au cours des débats à l'Assemblée nationale un amendement visant à réinstaurer l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe face à la dégradation extrêmement rapide de la situation sur le territoire d'ici à la promulgation de la loi, parce que cette dégradation est rapide au point qu'il faudrait ne pas attendre la promulgation de la loi. Le gouvernement envisage de prendre un décret qui permettrait l'instauration plus précoce de cet état d'urgence. Par ailleurs, vous l'avez évoqué, je crois, il y a un déficit de vaccination dans les outre-mer et notamment en Guadeloupe. Si en Guadeloupe, 80% des médecins hospitaliers sont vaccinés, seuls 20% des professionnels paramédicaux le sont. Il y a un véritable retard de la vaccination au sein de la population. Le taux de couverture vaccinale des personnes de plus de 18 ans est uniquement de 26%. Nous devons véritablement développer des stratégies d'aller vers les populations en nous appuyant notamment sur les collectivités locales. Elles participent activement et les élus comme vous, car je sais que vous avez été un des premiers à vous faire vacciner sur l'île, devront mettre tout en œuvre afin que la population puisse se vacciner et se protéger contre la propagation extrêmement rapide de ce virus sur le territoire. Merci. Monsieur Lurel, pour une très courte réplique. En réponse, mais merci Madame la Présidente. Je regrette, Monsieur le Ministre, que vous ne répondiez à aucune de nos questions, tôt ou tard. C'est une question de calendrier. Vous allez rejoindre notre position sur l'obligation vaccinale. Dans l'attente, je vous demande de changer de braquet outre-mer et d'aller vers les gens.